messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre en direct sur la plateforme Zoom, mais également de nous suivre sur le Facebook Live de Kaléidoscope. Le temps de se synchroniser, l'occasion surtout évidemment d'ouvrir une très grande célébration qu'on est très fiers d'ailleurs de retrouver cette année autour de l'économie circulaire, mais pas que. Il y a plusieurs piliers qu'on a révisés ensemble. C'est toujours un plaisir d'ailleurs d'avoir des nouveaux venus parmi nous. Le principe étant évidemment pour cette édition d'Alteractif, deuxième édition. Pourquoi deuxième édition? Parce que nous sommes pratiquement à un an, jour pour jour, de se retrouver. Évidemment, les bouleversements et l'organisation sanitaire a perturbé un peu le calendrier. Pour autant, nous n'avons qu'un mois de différence avec l'année dernière. Je vous invite donc à nous suivre tous les jours, à l'occasion de ces petits décrochages, de mieux vous renseigner sur les sujets, de rencontrer ces acteurs et ces intervenants qui s'emploient. Et oui, vous allez peut-être le découvrir, pour certains d'entre eux, s'emploient d'abord dans l'économie de la fonctionnalité, puis vers l'économie circulaire, un terme qui est bel et bien beaucoup plus d'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à Alteractif. L'occasion pour nous également jusqu'à vendredi 29 janvier de se retrouver tous les jours avec des ateliers, des conférences, l'occasion d'une prise de parole et de mieux connaître ces acteurs qui s'emploient évidemment au sein du département et parfois même au-delà pour un avenir meilleur pour notre planète. Mesdames et messieurs, je vous demande évidemment d'accueillir le public qui vient à notre rencontre sur réservation, ici même au sein de Angriavla, qui accueille l'édition d'Alteractif 2021. Applaudissements, manifestez-vous s'il vous plaît, le public. Vous avez également votre rôle à jouer, vous aussi qui êtes derrière votre écran, où que vous soyez, vos questions, vos réactions, vos émotions, votre partage. Et oui, on va faire circuler la conversation, la communication, nos idées, ensemble pendant cette semaine d'Alteractif. Et pour commencer, quoi de plus normal que d'accueillir sur cette scène avec moi, évidemment au sein de cette agence Kaléidoscope qui s'emploie particulièrement à monter de toutes pièces, notamment de réunir ces acteurs de l'économie circulaire au sein de Angriavla aujourd'hui, l'agence évidemment Kaléidoscope sur laquelle vous retrouverez tous les flux, notamment de ces petits instants volés, mais offerts très volontiers pour que vous puissiez être encore mieux renseignés. Corinne Courcy, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Kaléidoscope. Bonsoir Corinne. Bonsoir. La parole te revient. L'ouverture officielle, notamment cette inauguration d'Alteractif. Très bien, merci beaucoup. Donc, oui, j'ai le plaisir, en fait, en ma qualité de fondatrice de Kaléidoscope et au nom de toute l'équipe qui est mobilisée sur l'événement Alteractif, d'ouvrir officiellement notre temps fort annuel qui se tient depuis aujourd'hui, lundi 25 janvier 2021, jusqu'au vendredi 29 janvier 2021. Donc, mesdames et messieurs, présents ici dans la salle, présents aussi à distance sur Internet, mesdames et messieurs les représentants des partenaires d'Alteractif de Kaléidoscope, et mesdames et messieurs les contributeurs de la communauté d'Alteractif, dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, nous avons eu la chance d'avoir la complicité de la société Arôme Créole qui nous a permis d'adopter ce format innovant phygital, donc mi-physique, mi-digital, pour être avec vous aujourd'hui en présentiel et à distance. Ce format aussi nous permet de nous adapter en fait aux mesures de distanciation physique qui nous sont très justement imposées, bien qu'elles limitent l'accès aux lieux physiques, hein, mais ça nous permet les échanges et le lien entre participants, notamment de ceux qui pourraient être concernés par des exclusions qui sont liées aux usages numériques. Donc, d'emblée, on a refusé le format tout numérique. Ça nous permet aussi de nous inscrire dans une logique de personnalisation des parcours et d'apporter ce dont ont besoin les personnes qui sont en présentiel. Et puis, bien sûr, ça nous permet de toucher le plus grand nombre, puisque la magie du digital, c'est aussi de pouvoir mettre, quel que soit l'endroit où on est, de pouvoir se connecter. Donc, avant de laisser la parole en fait à Monsieur Alexis Durand de Primatera pour la conférence introductive, je souhaite revenir sur les fondements mêmes de notre action dans le champ de l'économie circulaire, dans le champ de l'entrepreneuriat engagé, dans le champ, d'une façon générale, de l'entrepreneuriat social et solidaire.
Tout d'abord, c'est très important de le dire, plus qu'un événement, Alteractif est une communauté active et apprenante multipartenariale d'interacteurs qui ne sont pas que des entrepreneurs et des porteurs de projets. Donc, bien sûr, on a 20 porteurs de projets qui sont accueillis en coworking ici, physiquement, à l'habitation en Griavla. Ça leur permet d'accélérer leurs projets, ça leur permet de renforcer les liens entre eux et de renforcer les liens avec les conseils et les appuis dont ils ont besoin. Mais nous avons aussi plus de 50 partenaires, contributeurs et financeurs sur cette manifestation, et pas des moindres, à distance. Nous avons plus de 350 participants inscrits aux webconférences et ateliers en ligne, on va dire à la première journée. Donc, du coup, ça continuera en fait à évoluer pendant la semaine, puisque les inscriptions restent ouvertes pour notamment les rendez-vous prévus à partir de demain. Donc, vous comprendrez qu'avec ce format-là, avec cette dimension de partenariat-là, ce serait dommage de s'arrêter là et de se contenter de faire un énième événement sans fil rouge, sans suite. D'accord? Donc, nos partenaires, la NCT, l'État, l'ADEME Martinique, la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, la mairie du Robert et Cap-Nord l'ont compris et c'est pour cela qu'ils nous accompagnent dans la durée. Il y a eu une première édition, il y a une seconde édition et il y aura aussi des suites que je vous propose de vous présenter à la conférence de clôture du vendredi 29 janvier. On va évoquer tout cela et on va vous présenter tous les outils qui vont être aussi développés en intelligence collective pendant la semaine. Ensuite, nos objectifs sont de démocratiser l'économie circulaire. Ce n'est pas une affaire d'une typologie d'entrepreneurs, c'est l'affaire de tout le monde, et notamment des citoyens dans l'ensemble de la population martiniquaise. Il s'agit pour nous de mettre l'économie circulaire à contribution pour apporter des solutions durables aux problématiques sociales et environnementales, notamment au sein des quartiers sensibles, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, comme on les nomme, et au sein des zones rurales excentrées ou sensibles. C'est aussi une façon de promouvoir les initiatives locales et de favoriser l'émergence de projets pour et avec les citoyens portés aussi par des petits entrepreneurs et des associations. Il s'agit aussi pour nous, en termes d'objectifs, d'inclure cette dynamique dans les politiques locales, de rendre accessibles les expériences, les parcours, les outils, les informations, les réseaux qui sont nécessaires à l'émergence, mais également, bien sûr, au développement vertueux des initiatives à impact. Autre point, et qui n'est pas des moindres, il s'agit de rechercher l'indépendance vis-à-vis des fonds publics et l'optimisation de leur utilisation par la triple performance économique, sociale et environnementale. Et le dernier point, bien sûr, il s'agit de mettre en réseau toutes les parties prenantes, les citoyens, les porteurs de projets, les entrepreneurs, les experts, les chercheurs, les appuis, les collectivités, les services de l'État, et je ne cite que cela. Tout au long de la semaine, vous allez découvrir l'immensité en fait de l'écosystème existant et surtout qui est accessible aux porteurs de projets et aux acteurs économiques de la Martinique. Enfin, élément non négligeable et important, le 27 janvier 2021, en pleine semaine d'Alteractif, Kaléidoscope soufflera sa 5e bougie. Grâce à vous, donc en 5 ans, pour donner quelques éléments repères, c'est le premier incubateur d'entreprises sociales et le premier générateur de projets à impact de Martinique et de la Caraïbe. C'est 3 programmes d'incubation mis en œuvre annuellement pour 32 porteurs de projets formés et accompagnés sur plus de 12 mois chacun. C'est 172 personnes accompagnées en ingénierie collective ou en conseil par nos soins. C'est plus de 4500 heures de formation par an. Et selon vos propres propos, c'est l'expertise, la compétence, l'écoute et l'engagement. Merci de donner du sens à ce que nous faisons. Merci de nous faire confiance. Je déclare donc avec fierté, avec une certaine dose d'émotion, la 2e édition d'Alteractif ouverte. Merci
merci encore à Corinne Concy de nous accueillir pour cette Alteractif 2021. Aurions-nous sous la main un petit programme également qui permette de nous mettre en appétit avant notamment cette transition qui va nous emmener vers la conférence d'Alexis, notamment pour retrouver dans les grandes lignes, particulièrement les grands rendez-vous. Alors évidemment, on en a parlé, c'est la première fois que mon déverrouillage visage fonctionne depuis des mois. Avec le masque, c'est pas pareil. Nous aurons donc l'occasion, à travers des ateliers, aussi des conférences qui vont venir rythmer, à commencer par demain, en ce mardi 26 janvier. Vous avez rendez-vous notamment juste après l'atelier coworker de la fresque de l'économie circulaire avec la conférence qui a pour thème la politique d'appui des acteurs économiques dans la transition, pardon. Une conférence qui sera animée par Charlotte Gully de l'ADEME Martinique. Rendez-vous mercredi également en marge et juste après l'atelier sourcing avec la conférence sur l'économie circulaire, fantasme écologique ou réalité économique. Pierre-Emmanuel de l'ESSEC Anthropia, fondateur de la start-up également, Zakeko, sera parmi nous. Il s'agit donc de mercredi 27 janvier. Le rendez-vous est pris à midi. Autre webconférence en ce qui vous concerne, pour ceux qui font partie des viewers ou encore ceux qui sont physiquement avec nous, l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire, des défis communs. Jeanne Marin présentera notamment cette webconférence. Elle est chargée de mission à l'économie circulaire à l'Avise. Et puis vendredi, comme le disait Madame Concy, le principe étant de conclure cette journée et cette superbe manifestation, tout ce que je vous souhaite d'ailleurs d'Alteractif. Rendez-vous midi avec notre conférence autour de la clôture. Alteractif, plus qu'un événement, une communauté active et apprenante partenariale. Voilà qui reprend les éléments de langage, évidemment évoqués aussi au sein de votre discours. Madame Concy, si vous me permettez, Corinne, c'est un visage qui est évidemment connu pour ceux qui suivent Alteractif depuis la première édition. Il a fallu très exactement, mine de rien, 1 an pour qu'on se retrouve 1 an et 1 mois. Et peut-être un petit peu de courage aussi pour affronter quelques heures de vol et prendre l'avion en ce moment. Sauf que, pour ne rien vous cacher, Alexis Durand, qui est notre prochain intervenant, je vais vous demander la raison pour laquelle aussi il est quelqu'un de particulièrement important au sein d'Alteractif. J'ai une question quand même en parallèle. Il m'a annoncé 17 heures de vol. Il nous vient de la Polynésie, en fait, ou je me trompe de quelque part ailleurs sur la planète? 17 heures de vol. Je brûle de savoir, en fait, d'où nous vient-il, Alexis? Alors, pourquoi Alexis Durand de Primatera, un visage fidèle qu'on a déjà notamment rencontré lors de la première édition, qui est là aussi cette année? Quelle place particulière occupe-t-il au sein d'Alteractif? Alors, pourquoi Alexis? C'est vrai parce qu'il était déjà contributeur l'an dernier. Et il y a quelque chose que je dis toujours aux porteurs de projets, c'est n'oubliez jamais, jamais les soutiens des premiers instants. Ne les oubliez jamais, ce sont eux qui vous soutiennent, c'est eux qui posent les fondations. Donc, c'est pas parce qu'après, ça va bien, il faut oublier ou mettre de côté ou voilà, ouvrir ses bras à d'autres personnes et d'oublier les personnes qui nous ont soutenus aux premiers instants. Et puis ensuite et surtout, c'est que le regard d'Alexis Durand, ce qu'il nous propose est résolument prospectif. C'est résolument prospectif, mais dans une logique de faire avec, pas de donneur de leçons ou voilà, il conviendrait, il y a qu'à Faucon, etc. C'est plutôt une contribution où il y a une somme d'idées, une somme d'initiatives inspirantes, d'éléments inspirants que chacun peut s'approprier. Et c'est cet esprit-là, en fait, qui me paraissait intéressant de mettre en avant, d'utiliser, de mettre en exergue, en fait, dans le cadre de ce lancement. Voilà. Après 17 heures de vol, mesdames et messieurs, il ne reste plus que quelques mètres à parcourir pour qu'ils nous rejoignent sur scène. Je vais vous demander de raccompagner juste avant, dans le petit circuit, notamment aussi, dans le cadre de cette distanciation sociale, Corinne Concy, Kaléidoscope, organisateur d'Alteractif. Et je vais vous demander de garder cette énergie d'ailleurs, toujours, en l'accueillant, évidemment, Alexis Durand, Primatera,
Alors, je rappelle évidemment à nos viewers que vous pouvez intervenir à tout moment. Il y a Cassandra qui se trouve derrière les écrans et qui récupère vos réactions, vos questions. Plus elles sont précises, mieux c'est, mais toutes les questions sont surtout les bienvenues parce que, mine de rien, on a tous à s'harmoniser autour de l'économie circulaire. Alexis, d'où venez-vous 17 heures après? Alors, je viens de Drôme. C'est la vie d'après. C'est plus long dans les vols, dans les trains. Voilà, 17 heures, c'est loin la Drôme. Hein. Alors, pas forcément effectivement que du vol, mais c'est du car, c'est un certain nombre de transports en commun pour venir jusqu'ici. On va vous garder un bon petit moment avec nous, histoire de réduire encore plus cette empreinte carbone. C'est l'idée. Mesdames et messieurs, Alexis Durand, pour sa webconférence, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre confiance aussi, pour m'avoir invité aujourd'hui encore à tenter de témoigner. On va dire ça comme ça. Je vais me positionner aujourd'hui comme un explorateur, c'est-à-dire pas un sachant, pas une posture de chercheur, même si je l'ai aussi à côté, pas une posture de consultant, simplement quelqu'un qui vit un certain nombre de projets, qui côtoie un certain nombre de collectifs, qui en lit aussi, et en ce sens, qui tente finalement de composer dans toute cette incertitude du moment, qui est clairement présente d'autant plus depuis le début de l'année 2020. Et en cela, quelle plus belle façon de commencer que de parler d'oasis, que de parler finalement d'un état d'abondance, d'un état luxuriant. Et quel plus beau cadeau que la Martinique pour pouvoir en parler. En cela, cette exploration, pour moi, elle commence finalement avec des cours d'histoire, avec quelques lectures, avec aussi finalement un amour du dessin. Donc, vous retrouverez souvent ce genre de choses griffonnées comme ça sur un carnet de notes. Donc, c'est une simple restitution que je cherche humble de ces carnets de notes, en fait, de quelques années d'exploration. Donc, tout d'abord, pour moi, c'est une première époque, celle finalement de la confrontation. Confrontation entre deux mondes, entre deux histoires, entre deux façons peut-être de penser ce que peut être la société et la façon de se comporter ensemble. C'est finalement l'expression aussi d'une propagande, l'expression aussi d'idées qui ont fini par conquérir en quelque sorte les esprits. Ces esprits finalement ont fini par imposer en quelque sorte une seule façon de penser, une seule façon de rêver, une seule façon d'entreprendre et donc d'habiter nos territoires. C'est finalement ce territoire unique qui est un territoire imaginaire porté par les caddies, porté par les voitures, porté par cette surabondance industrielle et donc finalement peut-être pas si réelle. De cette période-là, finalement, on en ressort quelque chose de l'ordre d'un seul imaginaire, d'une seule façon de penser, d'une seule économie. Une économie où l'être doit être fort, doit être performant, doit être peut-être solitaire en quelque sorte. Et il doit réussir par tous les moyens, peut-être. À partir de là, finalement, c'est aussi, on passe de structures publiques qui vont passer d'une logique planificatrice, une logique de grands travaux, à une logique finalement de providence. C'est-à-dire, il y a des bons et il y a des moins bons. Et donc, en cela, il faut composer avec. Et il faut tenter finalement d'aider ceux qui sont peut-être sur le bord du chemin. Pour moi, les années à peu près 2000-2010 sont ce qu'on j'appelle un état de connivence. C'est-à-dire que finalement, le modèle unique a continué à exister. On a fait en sorte de développer des initiatives plus ou moins dispersées, plus ou moins solitaires, des réussites. L'État, à côté de ça, la sphère publique, finalement, a tenté de composer. Mais dans cet état, finalement, d'alliance de circonstances, il fallait faire avec le rêve du moment, avec l'imaginaire qui allait avec. Donc, c'est des exemples de marques. Il fallait rendre attractif son territoire parce que celui du voisin l'était tout autant. Il fallait, finalement, penser la performance en mettant en place le design dans toutes les organisations, y compris publiques. Il a fallu finalement faire en sorte que tout le monde devienne peut-être entrepreneur. Entrepreneur d'intérêt général peut-être, mais entrepreneur quand même. Et finalement, avec les nouvelles technologies, c'est effectivement l'arrivée de l'immatériel. C'est-à-dire que ce qui devient peut-être aussi important, si ce n'est plus que le caddie de tout à l'heure, c'est finalement cette donnée qui transite, c'est ses usages, c'est cette façon finalement de se comporter.
Et c'est là où, me semble-t-il, en termes d'exploration, il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'on bascule finalement d'une certaine représentation de ce qui fait société, où la nation doit être ouverte, reliée, mais aussi différente dans toutes ses spécificités, à quelque chose qui correspondrait à ce qu'on appelle à l'époque une nation archipel, mais peut-être dans ses mauvais côtés, c'est-à-dire où la démocratie est liquide, tout le monde peut composer à partir du moment où il est influent, où il est leader d'opinion. Les réseaux sociaux sont la belle expression de ça. Finalement, on disperse encore un peu plus. On se retrouve à travers des affinités, à travers des sujets sur lesquels on serait intéressé. On se digitalise. Mais où se trouve encore la réalité? Où se trouve l'ancrage? Où se trouvent les spécificités qui font que l'on habite ici et pas ailleurs? À partir de 2013, c'est globalement cette idée que je trouve finalement exprimée à travers ce terme de Startup Nation. C'est finalement, on tente d'organiser toute cette créativité, toutes ces initiatives et on tente de les relier ensemble. On tente finalement de faire en sorte de commencer à faire chose commune, à se dire qu'il y a des projets derrière tout ça. Il y a cette idée de collectif, mais ce collectif est dispersé. On l'organise sous différentes formes. On l'organise avec des plateformes de services. On relie dans le public, notamment dans le privé également. On manage la data. On fait en sorte que les comportements soient finalement les plus vertueux. Et pour cela, le design, encore une fois, prend une place importante. Le capitalisme est cognitif. Ce que l'on stocke, c'est la donnée. C'est ce qui permet finalement de vous profiler. C'est ce qui permet de tenter de répondre avec des services adéquats à des comportements adéquats. Parmi ces expressions, on y trouve finalement la French Tech, organisation à la fois d'une coopération territoriale autour d'un sujet, autour d'une filière, mais aussi organisation d'une compétition entre ces territoires à l'échelle française et vis-à-vis de l'étranger. C'est également le French Impact, dans une orientation plus de transition écologique, où on fait en sorte que le business du social devienne un moteur, peut-être économique, mais aussi et sans doute un palliatif à la sphère publique, se retrouvant toujours dans ce schéma peut-être quelque peu unique. C'est aussi finalement des expressions. Cette image est dure, mais me semble-t-il, elle est l'expression finalement d'un constat dur lui aussi. C'est-à-dire finalement des personnes qui se sentent peut-être de plus en plus éloignées. Éloignées de quoi? Peut-être d'un rêve partagé, peut-être de ce fameux imaginaire qui a fini par être unique et peut-être récupéré par quelques-uns seulement ou représenté seulement par quelques-uns. C'est pas moi qui le dis, c'est seulement des auteurs. Jean-Claude Michéa, un auteur qui en a fait plusieurs, j'ai cité notamment L'Empire du moindre mal, et plus récemment Frédéric Farah. Je ne plébiscite pas forcément ces lectures, simplement je me fais l'écho momentanément pour répondre à une volonté d'exploration, toujours de curiosité, de débat, d'aller chercher finalement qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi. Et puis arrive 2020, et on y est encore, finalement, dans ce nouvel état. C'est ce que, et on le verra après, un certain nombre d'auteurs vont appeler l'archipel, mais non pas en tant qu'état archipel, c'est-à-dire des îlots dispersés qui ne sont pas réunis, qui n'ont pas forcément d'avenir commun, d'horizon commun. C'est un autre état, une autre heure. Cette autre heure, elle est travaillée, elle est fabriquée par un certain nombre d'imaginaires, de nouvelles lectures, notamment la question du tiers secteur, notamment la question de la collapsologie, où finalement de nouveaux imaginaires apparaissent. C'est l'effritement de cet état-providence dont nous parlions tout à l'heure et du discours de la Startup Nation faisant que tout un chacun peut réussir. C'est des imaginaires de l'effondrement. On l'a vu ce matin avec la fresque du climat. C'est-à-dire que finalement, on met en tension ce qui est finalement la réalité quotidienne, ce qui est le vivant, ce qui fait qu'on existe aujourd'hui en Martinique ou ailleurs. Tous ces auteurs, vous en avez un certain nombre, ont tendance à développer 3 voire 4 scénarios. Ces 4 scénarios, c'est 4 imaginaires. 4 imaginaires pour penser l'avenir. Certains, qu'on appelle les illimitistes, Arthur Keller en parle très bien, finalement disent aucun problème, on continuera la croissance. La croissance est illimitée. Peut-être les ressources aussi, mais on trouvera. D'autres disent il faut être soutenable. Il va falloir faire en sorte de pallier. Il va falloir trouver des choses qui permettent de peut-être économiser ces ressources. Mais la croissance est toujours le même scénario. D'autres vont parler de décroissance totale,
Donc certainement avec une sobriété extrêmement exacerbée, des discours qui peuvent également peut-être questionner, et puis d'autres qui parlent de découplage entre l'économie et l'écologie. C'est-à-dire que la croissance sera toujours là, mais l'utilisation des ressources, la captation des ressources, elle, sera en chute libre. Et donc, il y aurait deux courbes qui ne seraient pas les mêmes. Et puis, enfin, vous avez les effondristes. Eux, clairement, pour eux, finalement, le couple entre l'économie et l'écologie est intimement lié. Si l'économie ne fait pas le pas, c'est l'écologie qui le dira. Et c'est l'écologie qui fera en sorte d'exprimer que le seul chemin à prendre pour survivre, c'est celui de la sobriété, voire plus. Stigler, dans un certain nombre de ses livres, auteur qui est depuis décédé, a travaillé beaucoup sur cette question des valeurs, sur la question des imaginaires, sur la question de faut-il chercher l'emploi ou faut-il un travail? Quelles sont les valeurs essentielles pour vivre? En cela, et notamment dans le dernier qui s'appelle Bifurqué, il développe avec un collectif de chercheurs, d'écrivains, etc., il développe l'idée selon laquelle il faut penser autrement notre relation au monde, nos identités. Et donc, en cela, il faut penser autrement ce qui fait l'économie, qui est l'exemple même comment dire, d'une bonne gestion, de la question des relations, de la question de l'échange. Ces échanges, d'autres l'ont écrit, notamment Pierre Rabhi, qui, de façon extrêmement simple, paysanne, finalement, avec toute la beauté du terme qu'il y a derrière, est un enfant du pays, qui le respecte, qui fait avec, qui participe de la fabrication de ces paysages et qui, du coup, nourrit avec ces paysages. Et lui parle de sobriété, sobriété heureuse. Donc, on avance petit à petit dans cette exploration peut-être d'un autre imaginaire. Arrive ensuite un certain nombre de travaux, bien sûr, je tente de les relier ici, avec cette idée d'homme symbiotique. Joël de René en parlait déjà en 95 dans son livre. Et Gilles Clément, à travers notamment ses captations de ses conférences, parle de l'homme symbiotique comme une façon finalement de penser autrement finalement notre posture, notre relation au monde. Il propose à travers ses dessins finalement de se poser la question de où nous sommes et où nous serons demain. Il part d'un modèle unique, hégémonique, qui chancelle, mais des contre-pouvoirs institutionnels sont là pour tenter de redresser la barre. On tente de finalement réparer le bateau qui est en train de couler. C'est également ensuite l'effondrement du système, basé uniquement sur les mécaniques matérielles, sur la consommation. Le système ne va plus, le système ne peut plus exister ainsi. Ce système déchu, c'est la troisième image, rejoint les initiatives éparses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire finalement toutes ces initiatives locales qui semblent anecdotiques, mais qui commencent à développer un système en soi, mais qui est encore atomisé, qui est encore à la marge. Puis vient l'arbre, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'ensemble de ces initiatives se forme, par ces débuts de noyau collectif, finalement un système qui commence à être vertueux. L'arbre a besoin du sol pour naître. Et l'arbre a besoin de continuer à faire vivre le sol pour exister. Et donc, il a besoin, en quelque sorte, de puiser, mais en même temps de redonner sans cesse. Et donc, en cela, finalement, l'arbre est un objet de complexité, mais aussi créative, fertile. Et donc, se pose la question, mais comment exploiter la diversité sans la détruire? Mais comment ne pas détruire ce qui finalement fait que demain, ou hier, nous avons germé? Il va encore plus loin et se dit, mais finalement, cet arbre, c'est un modèle de stabilité, de force, de longévité. Mais il y a également à ses côtés, finalement, au sol, pour protéger ce même sol qui le nourrit sans cesse, l'herbe, qui elle est de courte durée, qui elle est éphémère, qui est instable, qui est jeune, qui est fragile. Et donc cet ensemble peut fonctionner ensemble, de façon solidaire, interdépendante. Et donc là se pose la question finalement des énergies. Comment recycler, comment relier, comment faire coopérer finalement peut-être les grands efforts avec peut-être les jeunes et encore faibles, encore fragiles que sont les jeunes entrepreneurs. L'économie circulaire est certainement quelque chose en rapport avec cela. Ces systèmes, finalement, ils s'autonomisent, mais ils sont dans une logique d'interdépendance. Finalement, ils se relient. Ils développent quelque chose un nouveau système, un nouveau modèle basé sur la non-accumulation des ressources matérielles. Les partageant sans cesse, cherchant le cycle permanent, cherchant la vie, cherchant à faire en sorte, finalement, de ne pas s'approprier ce qui est de l'ordre du vivant.
Plus loin, d'autres auteurs ont développé cette idée que cet homme symbiotique ne pouvait exister seul. Il devait se relier avec ce qui à la fois est la beauté des lieux, la beauté géologique, d'où cette géopoétique. Cette idée de finalement qu'avant les hommes, il y avait aussi de très belles poésies autour de nous et que finalement, il faut peut-être commencer par la contempler. Un autre rapport à l'espace commence à se construire. Puis vient, au-delà de cette question géologique, d'un rapport à l'espace. L'espace construit, le lieu, la localité, le village, la maison. L'espace éco-poétique, avec Camille T, notamment, qui vient finalement développer une posture associant à la fois le jardinier et l'artiste. Le jardinier, modeste, patient, ça pourrait être l'agriculteur, et puis également l'artiste dans toute sa spontanéité, sa créativité, sa capacité à suivre son instinct. Et donc, finalement, à ne pas planifier à outrance comme on le voyait dans les modèles précédents. Cette pensée paysanne, on la retrouve. Et on la retrouve à travers la permaculture. Au Japon, avec, excusez-moi, Masanobu Fukuoka, puis théorisée en Australie par David Milgram et d'autres, Bill Mollison, etc., qui iront finalement peut-être développer davantage les outils pour aller plus loin que cette posture originale. Cette permaculture, tout simplement, c'est cette idée de cultiver la vie, cultiver la permanence, cultiver finalement ce qui peut permettre de conserver cette vie qui a fait que nous sommes nés quelque part. Cette permaculture, elle peut s'exprimer en trois grands points. C'est une philosophie d'action. C'est une philosophie qui n'est pas basée uniquement sur des discours. Excusez-moi pour ma longueur. Prendre soin des hommes, du coup, avant tout. Et quand je dis homme, c'est avec un H majuscule. Je me tourne vers ces femmes. Prendre soin de la terre. Et donc, en cela, faire en sorte de se dire que finalement, si on vit quelque part, il faut en prendre soin. Mais la terre, dans tous les sens du terme. La terre, quand on la cultive. Et donc, la culture, les traditions, ce qui fait qu'on se réunit ici et pas ailleurs. C'est aussi la terre, effectivement, d'un point de vue fertile. Et nous sommes dans une formidable ferme qui permet de l'exprimer depuis de nombreuses années. Petit clin d'œil à Monsieur Rosalie. Et puis enfin, c'est de garantir. C'est cette idée d'aller contractualiser d'un point de vue moral, peut-être d'un point de vue écrit, mais ce partage équitable, cette question de commerce équitable, comme on dit aussi, mais en allant plus loin que cela. Ressources matérielles comme immatérielles. Une relation qui n'est plus du tout basée sur la concurrence. Mais cette écologie du lien, cette écologie de la relation, cette écologie de la pérennité, comment la mettre en place? Et c'est là où vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez me poser la question. Je me la suis posée. Et donc, globalement, aujourd'hui, on en trouve trois grands scénarios. Cette rupture avec le système, on dit stop. On arrête la croissance. Voilà. Elle est volontaire. Et on dit stop. Demain, ma structure devra vivre sans croissance. Je ne veux pas regarder vos yeux en disant cela. Un effondrement subi. Et donc, dans ces cas-là, la décroissance est imposée. Imposée finalement par ce qui nous entoure, par les ressources elles-mêmes. Des tentatives existent. Le parti de l'escargot, moins de biens, plus de liens. Parti de la décroissance. La vélo française, voilà, des logiques de type de slow tourisme qui consiste à dire que finalement on va continuer le tourisme, mais on va tenter de faire une mise à jour. On va tenter de reprendre un peu cet imaginaire du moins rapide. Le slow woodland, etc. Mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant? Et est-ce possible, surtout dans notre environnement, qui aujourd'hui impose encore son choix d'un modèle unique? Donc finalement, derrière ce faire rimer mieux avec moins, il y aurait peut-être une autre mise à jour à faire. Cette mise à jour, elle passe souvent par des labels, elle passe par des réglementations. On parlait de capitalisme cognitif, c'est certainement la RGPD, qui permet, tout du moins en Europe, de protéger quelque peu vos données usagères. Mais c'est également aussi effectivement une sorte de green business, un business certainement encore industriel qui récupère la bio et qui se dit finalement c'est déjà mieux, mais ça reste industriel. C'est peut-être aussi une écologie politique, arc-boutée, qui se dit écologiste. Mais est-elle réellement possible? Thierry Pacaud, urbaniste, théoricien de l'espace, lui opte pour quelque chose qui ressemblerait plus à la frugalité, qui ressemblerait à quelque chose qui consisterait à relier, qui consisterait finalement à tracer quelque chose qui pourrait ressembler à une troisième voie. Cette troisième voie, un certain nombre d'auteurs le développent. J. Clément encore, parlant d'alternatives ambiantes. Cette troisième voie, c'est quelque chose, mais on ne peut pas l'exprimer. Elle est multiple, tout comme la diversité que nous venons de parler. Elle est certainement de l'ordre d'une sorte de bazar.
voilà, mais qui fabriquent des cathédrales, c'est Wikipédia notamment. C'est des microsystèmes de la symbiose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher le modèle planétaire, il faut chercher des microsystèmes. Il faut chercher finalement des solutions peut-être de l'ordre du village, de l'ordre de la ferme. Donc finalement, c'est une posture, encore une fois, de celle du jardinier. C'est-à-dire quand on a 20 hectares, on commence par ce qui entoure la ferme, le bâtiment. Et ensuite, éventuellement, on va plus loin. On commence finalement par une approche très raisonnable, très modeste. Et donc, un certain nombre d'auteurs vont parler d'économie symbiotique, vont parler de permaéconomie, encore une fois, en relation avec ce permanagement, cette permaculture dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc, cette symbiose, cette permaculture se développe a priori à travers 3 points. Ces auteurs, en tout cas, en développent 3. Se servir des écosystèmes et donc, finalement, être en capacité de s'inspirer davantage de la nature ou faire nature, si on devait aller au-delà en termes de philosophie, réduire les activités extractives, voire les arrêter, mais il faut bien commencer quelque part, et partager cette intelligence collective. C'est-à-dire que la première étape, c'est bien la créativité, c'est bien faire ensemble, mais l'étape suivante reviendra à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui a été produit aujourd'hui, par exemple, au cours des ateliers avec mes consoeurs et confrères. En cela, et là vous m'excuserez ce lourd tableau, mais finalement, derrière ces discours, derrière ces représentations, il y a des modèles. L'agro-industriel, on l'a déjà vu. C'est finalement un modèle peut-être unique, basé sur la croissance, basé sur des standards. On a le néonaturalisme qui ressemblerait peut-être plus d'une forme de décroissance totale. Et puis, on a cette idée d'aller vers un au-delà du matériel, quelque chose qui reviendrait à parler de développement durable. Mais est-ce suffisamment soutenable ? Je propose quelque chose qui pourrait ressembler, un certain nombre d'auteurs ont tendance à la défricher dans cette idée de société de la création. Une société sobre, mais qui se développerait avant tout des relations symbiotiques. Plus de concurrence. Une économie de la création basée finalement sur l'unicité, basée sur quelque chose d'éthique, naturel, quelque chose qui finalement sortirait de cette prédation pour aller vers un au-delà, cherchant non pas des critères de croissance économique, mais simplement des besoins de bien vivre. Derrière tout ça, finalement, il faut aller plus loin. Vous êtes entrepreneur, donc je me dois d'être encore un peu plus opérationnel. Si on creuse un peu, derrière ces 3 échelles de cette économie sobre, de cette économie de la création, on y retrouve 3 éléments. La participation reconnue des individus, c'est-à-dire comment faire en sorte que finalement on apprenne tout le temps et que ce soit reconnu comme tel. C'est un grand enjeu de l'éducation aujourd'hui. Comment on fait en sorte, dans toute action, d'être sobre, mais malgré tout pertinent. Comment faire en sorte d'optimiser ces ressources locales qui font que c'est notre terre et qu'on se doit en quelque sorte de la respecter. Quand on creuse encore un peu plus ce concept, en fait, on se rend compte que 3 économies principales ressortent de cela. Entre le temps et la création vient très vite l'économie symbiotique, une économie du lien, une économie des échanges, où finalement on cherche à se développer soi en développant les autres, en soutenant les autres. Une économie circulaire, et donc c'est tout l'enjeu et notre fil rouge aujourd'hui, revenant à se dire que finalement, ce que l'on recherche avant tout, c'est finalement d'aller au-delà du gaspillage de matériel. Mais il faut bien commencer par quelque chose qui consisterait à recycler, à réutiliser sans cesse. Donc aller peut-être vers la fonctionnalité, du post-industriel. Et puis une économie régénérative. Et c'est là peut-être un élément qui renvoie également à l'agriculture, c'est cette idée finalement de se dire qu'à chaque nouvelle culture, je nourris encore un peu plus le sol. À chaque nouvelle culture, finalement, j'installe et je prépare des semences qui arriveront les mois suivants. Et donc, je fais en sorte finalement de refabriquer ce qui est peut-être la forêt. Et là, je ne pouvais passer outre Édouard Glissant, tout simplement parce que, en tant que berceau, mais aussi en tant que concept, c'est lui qui finalement a développé cette idée d'archipel. Et cette idée d'archipel fertile, finalement, nous sommes dans la patrie originelle. Mais ces archipels, elles se développent selon 2 échelles, le local et le monde. Et on le verra, ce n'est pas simple, parce que les imaginaires à ce niveau-là aussi sont quelque peu compliqués. Aujourd'hui, vous avez 3 façons de penser le monde. Soit il faut être dans l'agglomération métropole, à l'image de New York ou de Paris, et donc l'intérêt, c'est demain de faire de Fort-de-France en fait une grande ville mégalopole. C'est un modèle de société, c'est un imaginaire. Vous avez la maison moi, c'est-à-dire que finalement chacun est dans son coin derrière des hauts murs et on fait en sorte que chacun produise finalement son propre catalogue d'objets qui font paraître une forme de réussite peut-être, une forme de tentative de culture particulière. Et vous avez cette idée de local monde.
dans lequel le tiers arrive, dans lequel la culture wiki arrive, dans lequel finalement on y retrouve peut-être tout ce qu'on a pu parler jusqu'à présent. Et c'est là où, encore une fois, peut-être je suis l'exemple inverse de tout ce qui vient d'être, de tout ce qui va être dit. Ensuite, c'est que finalement, un des concepts clés aujourd'hui en termes d'urbanisme, notamment, c'est d'aller développer la ville du quart d'heure. C'est d'aller faire en sorte que finalement, l'ensemble des possibilités de bien vivre, cette réponse-là, ces réponses non pas matérielles, mais ces réponses servicielles entre nous, se fassent dans un rayon d'un quart d'heure. Donc, imaginez-vous demain ou ce soir, vous allez rentrer chez vous. Est-ce que vous avez la capacité à répondre à l'ensemble de vos besoins pour bien vivre dans un rayon d'un quart d'heure? C'est Carlos Moreno qui le développe. Et là, notamment dans le cadre du programme d'Anne Hidalgo à Paris. C'est également une façon aussi de penser nos relations. Faut-il faire en sorte de relier ou de séparer ce qui est du domaine de l'espace public, du travail, de ce qui est du domaine de l'intime? Est-ce qu'il faut faire en sorte que nos projets professionnels soient dans l'alignement de ce qui fait de nous ce que nous sommes, ou faut-il séparer et donc cloisonner encore? Les tiers-lieux, notamment, l'ont pas mal défriché et j'y reviendrai tout à l'heure. La ferme du Bec et Loing en Normandie est un exemple, me semble-t-il, de cette dimension du local des archipels. C'est un lieu finalement qui est parti de pas grand-chose. Une terre, un peu d'eau, un bâtiment, 2 personnes extrêmement inspirées et qui ont développé finalement un certain nombre de pratiques qu'on pourrait considérer comme la permaculture, l'agroécologie, et qui aujourd'hui, en France, ou du moins hexagonale, sont quasiment, c'est un modèle de société, c'est un modèle de ferme, c'est un modèle qui permet de vivre avec des salaires extrêmement confortables, avec des surfaces minimes, c'est-à-dire pas de tracteur, un cheval, pour fertiliser, mais aussi éventuellement travailler le sol, le moins possible. On le respecte, ce sol. C'est un certain nombre de livres, c'est un lien avec la recherche. C'est finalement un lien humble disant « je ne sais pas, mais on va le travailler ensemble ». Un autre exemple, c'est les colibris. On parlait de Pierre Rabhi tout à l'heure. Finalement, c'est tout ce mouvement qui est né autour d'une personne inspirante, modeste, un paysan, encore une fois. Et donc, finalement, derrière des oasis, des lieux de vie, des lieux partagés. Une université dite populaire, on n'est pas dans un élitisme de façade. Et puis, c'est bien d'autres exemples. L'habitat participatif, ce réseau autour de coopératives habitantes, où chacun se débrouille pour finalement autogérer et donc auto-promouvoir les bâtiments de demain. Donc, non plus attendre de quelqu'un d'autre de le financer, mais finalement soi-même. C'est des démarches comme les mouvements Maker, avec Make Ici notamment, avec Made in Marseille, Made in Montreuil, etc., etc. C'est Los Angeles, un bel exemple justement de territoire passé par le mode industriel et qui aujourd'hui est clairement passé à autre chose. C'est Lumia, une école des transitions, qui du coup assume avec des profils venant pour la plupart d'universités, d'écoles de commerce, qui ont dit non, c'en est assez. Il faut penser autrement la façon de penser les business et qui du coup ont développé en fait leur propre école. Tout cela, d'un point de vue opérationnel, passe par 4 phases à l'échelle locale. C'est tout d'abord en fait des individus qui disent il faut se regrouper autour d'un projet collectif. On en a besoin pour vivre. On en a besoin peut-être même pour survivre. Mais c'est aussi finalement, une fois que le groupement est né, ce collectif se pose, se rencontre, échange, se rend compte que finalement ils ont des compétences, que finalement ensemble ils peuvent remporter peut-être des marchés, qu'ils peuvent finalement vivre peut-être encore mieux en mutualisant, en coopérant, en faisant autrement. Et du coup vient très vite, et comme en parlait Corinne Concy tout à l'heure, vient communauté, sentiment d'appartenance. Nous sommes des parties prenantes, nous sommes des bénéficiaires, nous sommes aussi finalement des influenceurs. Et c'est là où la dernière étape est intéressante. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entrepreneur, finalement, à partir du moment où vous faites conscience, vous prenez conscience d'être communauté d'acteurs engagés, en quelque sorte, vous fabriquez des nouvelles configurations politiques. Et donc, en quelque sorte, votre entrepreneuriat devient politique. Parmi ces pratiques, on y trouve une essentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de professionnels de la recherche, il n'y a plus de professionnels du savoir. Nous sommes tous chercheurs. Nous sommes tous en capacité de questionner. Nous sommes tous en capacité, finalement, d'interroger et de se dire, mais pourquoi? Pourquoi les modèles dominants? Pourquoi la consommation dans des grandes structures, etc. Pourquoi, alors qu'il existe des fermes comme cela, à 2 pas de chez moi? Pour cela, est développé souvent des pratiques de recherche-action, très connues dans le travail social, mais méconnues dans d'autres secteurs, qui posent la question de se dire, finalement, nous sommes tous, nous, acteurs, nous sommes tous chercheurs.
C'est-à-dire qu'on peut tous écrire finalement l'histoire de demain, mais il faut commencer par en avoir conscience. Ça, c'est le local. Mais pour cela, il faut se relier, parce qu'imaginez bien, sinon, on est finalement une petite île, on est un petit quartier, peut-être exemplaire, mais finalement, comment on se relie aux autres? Comment on se relie? Et là se pose la question du monde. Le monde, finalement, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, avec la question de cette ouverture, de cette capacité à produire de la connaissance ouverte et non pas propriétaire. Et donc, c'est faire en sorte de se dire que sur tout projet, il y a une part d'intérêt général, tout du moins, qu'il faut que je mette à disposition de mes confrères ou de mes consoeurs qui sont là, peut-être à 5 kilomètres, mais qui sont peut-être à l'autre bout du monde. Parce que ensemble, on montera réseau, ensemble, on deviendra collectif, et donc demain, peut-être communauté d'action, communauté d'influence. Des exemples, vous en avez plein, notamment dans le tourisme, avec Hôtel du Nord, basé au départ sur une logique à Marseille. Des habitants du quartier Nord, clairement pas touristique. Et là, qu'est-ce qui se passe? On accueille. Et au moment de la capitale européenne de la culture, on dit, mais nous, on connaît notre territoire. On va accueillir chez nous. On en sera fiers. Et on va monter une coopérative, finalement touristique un peu particulière, qui va consister finalement à dire, on n'est pas un business qui s'appelle tourisme de masse. Non, on est des habitants fiers de recevoir. Donc, c'est une forme de coopération, une nouvelle façon de penser les lieux. Les espaces hybrides, finalement, en sont l'expression. Cette cartographie, vous pouvez la trouver en ligne, sur Wikipédia notamment. L'expression de ces tiers-lieux, c'est l'expression de cette diversité, l'expression de cette capacité, finalement, à mutualiser, à penser l'espace en commun. Ces espaces en commun, finalement, ils se réunissent. Une fois qu'ils ont fait leurs preuves, comme la centrale villageoise avec l'énergie renouvelable, mais finalement, elle peut passer outre, elle peut donner ces informations pour faire en sorte qu'à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France, il puisse se passer le même genre de montage. Donc finalement, les habitants peuvent d'un coup devenir une structure finalement en capacité de transformer un regard, une économie, et là ici sur l'énergie renouvelable. C'est également pour les designers, pour les architectes, peut-être pour les concepteurs de façon générale, c'est des pratiques comme CivicWise, où là finalement des acteurs se disent mais non, aujourd'hui nous n'avons pas de marché public pour repenser les pratiques de civisme, les pratiques de façon de penser l'urbanisme participatif, la participation citoyenne, etc. Eh ben c'est pas grave. On va monter des collectifs dans chacune de nos villes et on va les relier. On va les mettre en commun. On va produire des diplômes en commun. On va produire de la connaissance en commun. Et tout ça à l'échelle planétaire. Et là, vous voyez encore une fois que le local monde commence à se constituer. Finalement, c'est l'expression, comme dit Jennifer de Conin, qui a beaucoup travaillé cette dimension-là, c'est de se dire finalement, nous sommes tous une double identité. Une identité racine, finalement, c'est cette terre qui nous nourrit, c'est cette terre fertile qu'on se doit de continuer à fertiliser, mais c'est aussi une identité relation, ces arbres, ce houppier qui relie aux autres végétations. Par extension, ça me fait dire que finalement, ce qu'on est en train de faire avec Alteractif, c'est peut-être passer d'un arbre, un projet un arbre, à un début de jardin-forêt. Jardin-forêt, c'est le jardin créole, par nature. Rien n'a été inventé. Simplement, encore une fois, un hommage. Il est clair que le jardin créole est une très belle démonstration de jardin-forêt. C'est-à-dire, finalement, plusieurs étages. Vous vous souvenez de l'herbe? Vous vous souvenez de l'arbre? Ben, les deux fonctionnent ensemble. Et donc, c'est comment développer des économies de ce type. Du coup, il se trouve peut-être qu'il faut développer des marques archipels qui fabriquent la même chose à leur niveau, avec ce spectre économique relié. Mais quelle économie aller chercher? Une économie technique, basée uniquement sur des savoir-faire? Et finalement, on vend du savoir-faire comme le voisin? Quelle pluralité, quelle diversité on cultive ici? Je ne sais pas. Je suis pas certain qu'il y en ait. Est-ce que c'est une économie de la propriété où il faut posséder le foncier et le louer ensuite à un agriculteur? Est-ce qu'il faut acheter des bâtiments et les relouer ensuite à des personnes qui en ont besoin? Ou faut-il inventer encore autre chose à ce niveau-là? Est-ce que l'économie de la rente, finalement, est un modèle d'avenir? Je ne sais pas. Ensuite, et vous avez du côté, effectivement, une autre économie basée plutôt sur une rébellion, un militantisme affiché, actif, une économie finalement politique, qui reviendrait à dire finalement qu'il faut agir au quotidien et il faut entreprendre pour transformer les choses. Je pense, a priori, que c'est l'hybridation de ça, c'est ce croisement entre ces trois économies qui sera quelque chose d'intéressant pour fonder des marques archipels. Vous avez notamment l'exemple aujourd'hui des sociétés à mission, qui sont finalement, on pourrait dire, l'extension des statuts qu'on trouve dans l'économie sociale et solidaire à l'échelle d'une économie, on va dire, peut-être plus classique, dans lequel, finalement, vous tentez à la fois de relier à une communauté, à un territoire et, finalement, à un impact potentiel. Mais est-ce suffisant?
Guillaume Perrochot, chercheur, développe finalement quelque chose qui me semble extrêmement intéressant en sciences de gestion. Il développe l'idée de pair management. Pair management, c'est pas un mot valise parmi tant d'autres. Pair management, finalement, c'est repartir de cette idée de permaculture, de la permanence, en disant mais la science de gestion, c'est quoi? Avant tout, c'est, comme dit Schumpeter, c'est cette idée que pour créer de la valeur, il faut forcément détruire quelque chose à côté. Il faut détruire finalement certains services pour y répondre mieux, différemment, à des besoins existants ou futurs. Lui dit non, finalement, il faut chercher la complémentarité. Il faut chercher la coopération avec ceux qui existent déjà et faire ensemble. Et donc, pour cela, il explose quatre mythes du management aujourd'hui. Le premier, c'est que potentiellement, finalement, nous sommes tous des agents économiques rationnels. C'est Smith qui le dit au XVIIIe siècle. Deuxièmement, c'est que, issu de l'impérialisme des grandes nations, c'est que pour croître, il faut exploiter des ressources naturelles. Et donc, si on n'en a plus sur notre territoire, il faut aller les chercher ailleurs. Troisième mythe en sciences de gestion, c'est qu'en gros, il faut forcément des règles et des pratiques pour améliorer la performance. On l'a vu tout à l'heure avec l'écopoétisme. Le jardinier et l'artiste sont des intuitifs, sont des gens modestes. Ils vont commencer par, non pas parler, mais faire à leur échelle, à leur niveau. Et donc, ils ne vont pas forcément, en quelque sorte, commencer par lire et se dire « mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ils vont agir. Et ensuite, éventuellement, ils écriront. Et le quatrième, issu de la politique, c'est que derrière l'activité collective, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est que nous sommes passés d'une guerre mondiale à une guerre économique mondiale. Une guerre armée, une guerre militarisée à quelque chose qui reviendrait à se dire que finalement, en fait, nous sommes tous des nations économiques devant nous battre pour quelque chose, notamment des ressources. Lui dit non. Lui dit c'est fini. Ça, c'est un modèle poussiéreux qui est en train de mourir. Bien sûr, pas rapidement, parce que vous avez des acteurs qui ont beaucoup de force, qui ont beaucoup de place. Mais il dit finalement, les modèles que je vois aujourd'hui, c'est ça. C'est finalement quelque chose autour du libre, de l'ouverture, comme on le disait tout à l'heure avec la connaissance. C'est quelque chose de responsable, mais de co-responsable. C'est-à-dire qu'on est tous responsables, autant acheteurs que autant producteurs, et donc voisins, bénéficiaires, etc. Et puis, c'est la question de la durabilité, mais une durabilité qui revient à se dire comment je peux activer et conserver cette paix autour de moi. Et non pas une durabilité simplement qui serait de l'ordre technologique, comme on a bien voulu nous le faire croire. Et puis, bien sûr, cette équité que l'on retrouve particulièrement dans la permaculture. Pour aller du coup encore un peu plus loin, des exemples existent. Les collectivités ont développé, par exemple, dans l'Hexagone, le réseau Pousse. J'ai pas vu ça en Martinique, peut-être que ça existe dans le même esprit, avec finalement une sorte de SIC, une plateforme mutualisée, qui permet de développer du covoiturage, mais organisé dans un souci d'intérêt général et donc un souci non marchand. Donc finalement, c'est l'organisation de l'autostop. Dire que le marché ne récupère plus ça. Finalement, le marché est simplement organisé pour sécuriser peut-être les enfants qui doivent faire le covoiturage pour rentrer chez eux. Et donc, des collectivités font alliance et non plus concurrence entre elles. Pardon. Oula. C'est également Télécope qui est sorti il y a pas très longtemps. Une compagnie téléphonique mobile qui consiste à dire finalement à vous inciter à prendre un abonnement, appel, SMS illimité, parce que ça, c'est pas ce qui coûte le plus, mais surtout en termes d'infrastructure, à limiter potentiellement, impliquer vos comportements pour éviter la 4G. Et donc, vous ne payez que ce que vous consommez. Et, fait supplémentaire, c'est une coopérative. Donc, en tant que usager, vous êtes sociétaire et donc vous êtes décideur de ce que vous mettrez dans les forfaits. Changement radical, clairement. C'est encore une jeune pousse. Mais peut-être que de cette herbe sortira un arbre demain. C'est la compagnie Énergie et Territoire qui dit finalement les collectivités aujourd'hui, elles ont du mal à accompagner des habitants, elles ont du mal à accompagner finalement des collectifs qui aimeraient mettre en place des énergies renouvelables sur son territoire. Elles s'occupent finalement de dérisquer, elles montent la structure avec la collectivité. Mais du coup, la collectivité ne s'endette pas pour rien, pour monter des structures et acheter du panneau solaire qui est fabriqué à l'autre bout du monde, sans citer le pays. C'est également du coup RICOP, privatisation du marché ferroviaire depuis 2021, depuis le 1er janvier. Et donc là, face à la SNCF qui n'est plus sur ces territoires, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on organise une coopérative et on fait en sorte de reconstituer finalement des lignes ferroviaires dont on a besoin pour relier en fait les campagnes de France. Et donc, on pourrait le voir à l'échelle du monde.
C'est également finalement des alliances, c'est-à-dire que les plateformes, pour faire local monde, elles ont besoin d'exister dans leur univers, dans leur écosystème, mais elles ont besoin d'exister à l'échelle de leur culture. Elles ont besoin de faire cette configuration politique dont on parlait tout à l'heure. Donc de fabriquer des nouveaux imaginaires. Et donc en cela, c'est notamment des coopérations qui font que plusieurs coopératives se disent, nous à l'échelle européenne, il faut qu'on partage ce qui est nos réussites et non pas ce qui est nos données utilisateurs. Et ça, c'est extrêmement important. Vous avez d'autres exemples avec des universités, comme ici avec l'université d'Aix-Marseille, qui dit finalement, je développe un protocole scientifique au service du patrimoine culturel des territoires, mais plutôt que le valoriser d'un point de vue marchand, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais le mettre à disposition de d'autres territoires qui sont impliqués par ces mêmes logiques. Et gracieusement, je vais le mettre à disposition. Re-questionnement total de la façon de valoriser la recherche. Et aujourd'hui, même dans le secteur public, la recherche est très largement marchandisée. C'est également des exemples avec ce petit livret qu'on a pu écrire, avec des exemples de relations qui a priori seraient antinomiques entre un collectif d'artistes, designers, artisans d'art, etc. et puis une structure de récupération de matière. Et pour ne pas les citer, Veolia. Et en disant, bah, finalement, peut-être que vous aussi, vous avez besoin de vous poser des bonnes questions. Et ils l'ont fait humblement et se sont dit, bah, nous allons mettre à disposition, avec un conventionnement, gratuitement, toutes les matières qui transitent dans nos dépôts pour que les artistes puissent prélever et faire finalement autant de créations qu'ils souhaitent. Gratuitement. Et ça, c'est important de le souligner parce que c'est finalement pas forcément l'image qu'on en a. C'est des acteurs, et j'ai bientôt terminé pour rassurer de l'autre côté, c'est finalement aujourd'hui, par exemple, la Renaissance des laines de France, avec un collectif impliqué autour de l'idée que si on veut demain faire de la qualité, si on veut demain porter des choses de grande qualité, et aujourd'hui en France, nous avons les meilleurs, les plus beaux cheptels au monde, mais 80%, voire 90% partent en Chine, pour revenir en pull dans nos marques de luxe et compagnie, c'est de dire, bah, demain, finalement, on va commencer par se poser la question des éleveurs. Et donc, ils ont réuni fédération d'éleveurs, transformateurs, les territoires et les marques, y compris 1083, le CIP français, etc., des marques comme ça, et puis des groupes comme le groupe LVMH, autour de la table en disant, bah, demain, il faut qu'on monte un référentiel qualité. Il faut qu'on trace. Il faut qu'on développe une sorte d'e-commerce équitable de la matière première issue du monde agricole, pour faire en sorte que les tontes obligatoires pour les éleveurs, 2 fois par an, ne soient plus un coût, mais au contraire une entrée d'argent. Et quand on sait que les éleveurs sont ceux qui ne gagnent le moins et qui ont besoin de subventions pour survivre, ça, c'est clairement un projet fertile. Vous avez d'autres exemples. Alors celui-ci est plutôt, il fait rire. C'est les glaces La Mémère, portées par un ancien ministre, qui développe l'idée en fait de cellules de transformation au plus près des fermes d'éleveurs pour développer une marque commune, mais avec des cellules des laboratoires qui sont dans les fermes elles-mêmes. Et donc en cela, je trouve ça intéressant. Un bel exemple, et là vous le voyez avec l'écosystème low-tech et non pas French Tech, c'est effectivement, merci, c'est effectivement cette idée de se dire comment on peut se relier à travers un même état d'esprit, une même philosophie d'action. Oh là là, merci. Donc l'archipel low-tech avec cette idée un peu de symbiose autour de pratiques, d'algorithmes, etc. Et puis, un très bel exemple, et là je me dois de reconnaître le travail notamment de Philippe Maquet et du collectif Les Archipels, qui m'a invité finalement dans cette boucle de discussion, nous parlions tout à l'heure de collectif, et qui ont développé depuis 25 ans, me semble-t-il, 25 ans finalement une pratique de production autour de cette diversité biologique, culturelle. Et donc là, vous y voyez comment dire, le règne végétal et animal, mais c'est également effectivement aujourd'hui des histoires qui sont racontées dans les territoires, où ils tentent finalement de produire de la connaissance sur des initiatives qui commencent à faire archipel à l'échelle locale, tout ça de façon bénévole depuis ces décennies-là. Donc, encore une fois, bravo Philippe Maquet si tu m'entends. Et donc, j'en ai terminé pour cette exploration qui reste une exploration en devenir et dans lequel, bien sûr, je vous invite à monter en bateau pour peut-être aller chercher ensemble les archipels de demain. Merci à vous. Merci Alexis pour cette particulièrement belle entrée en matière, très bien, qui a généré pas mal de réactions également sur notamment parmi nos viewers qui vous suivent. Alors,
quelques questions, une en particulier que je vous lis dans un petit instant et que j'aurai donc l'occasion de vous relayer pour vous offrir la possibilité aussi d'y répondre, mais quelques réactions aussi, vous aussi, que vous perceviez dans cette dimension Figital. Je vais rappeler que Figital veut dire aussi physique. Si vous avez des questions au sein même, notamment de ces porteurs de projets qui peuvent être à nos côtés ou ceux qui sont physiquement avec nous à Angry-Avla, n'hésitez pas à vous faire connaître en levant la main. Je viendrai à votre rencontre avec le micro. L'économie circulaire, un enjeu d'avenir qui se joue maintenant. Non. On a des petites punchlines comme ça qui se sont enchaînées, notamment sur le net. Il est temps de faire bouger les quartiers. Kaléidoscope va avoir 5 ans. Il y a quelqu'un qui a noté un anniversaire. Oui, c'est mercredi prochain. C'est mercredi donc là qui arrive dans 2 jours. Ça sera l'occasion évidemment de célébrer autour de l'économie circulaire, mais aussi au sein d'Alteractive ce superbe anniversaire. On nous a posé la question également de comment s'inscrire pour venir à notre rencontre physiquement. Alors, le processus est assez simple. Il suffit simplement de se connecter sur www.alter-actif.fr pour signaler votre venue. Et à partir de ce moment-là, j'ai presque envie de dire, suivez le guide. Cassandra ou Corinne d'ailleurs se feront un plaisir de vous répondre notamment sur le site. Je rappelle www.alter-actif.fr. Propos très pertinents, Monsieur Durand. Attention, spectateurs particulièrement attentifs. Beaucoup d'initiatives inspirantes. Merci pour vos exemples. À nous de créer nos nouveaux modèles. Et puis, une petite réaction également qui dit je nous trouve encore loin de la sobriété dans la consommation, dans notre société de consommation. Merci particulièrement de votre initiative qui ne peut de toute façon que de nous rapprocher de la fin de l'ampleur qu'elle a et de cette envergure qu'elle a cette société de consommation. Enfin, j'en arrive à la question, Alexis. Selon vous, comment une entreprise peut-elle mettre en œuvre la démarche d'Archipel dans son organisation? Vous avez 2 heures. Oui, c'est ça. Alors, en fait, une entreprise, avant tout, et encore une fois, je vais rappeler des travaux, notamment, parce que c'est pas les miens, clairement, ceux de Patrick Mathieu et Jennifer de Coninck, qui parlent de la question, en fait, la question de la singularité. C'est-à-dire qu'une entreprise naît de la part de fondateurs, fondatrices, et en quelque sorte, ça provoque ce qu'on appelle souvent l'ADN ou la raison d'être. Mais plus largement, finalement, ces personnes-là qui sont les fondatrices, les fondateurs, sont amenés finalement à partir d'une façon ou d'une autre. L'organisation restera inspirée, impliquée par cette culture, par ce qui a fait finalement le socle de départ, les valeurs de départ. C'est-à-dire que, imaginez une organisation qui et dans une logique d'extraction, d'économie d'extraction, voilà, énergie fossile, je ne sais quoi. Les fondateurs se sont créés comme ça, se sont créés peut-être aussi dans une logique de captation des ressources, etc. Vous aurez beau y mettre toute la responsabilité sociétale que vous voulez, toute la culture d'économie d'impact, etc. Ça n'empêche que ce ne sera qu'une mise à jour. Et donc, en cela, c'est plus compliqué pour des organisations qui finalement sont là depuis longtemps. C'est un peu différemment avec les entreprises familiales qui ont justement cette question de la pérennité, souvent de l'enracinement, qui fait que finalement on cherche à conserver le tissu, notamment du voisinage, et donc finalement peut-être une éthique particulière. Donc ça, pour des entreprises, des grosses entreprises existantes, c'est peut-être un peu plus compliqué, et c'est pour ça qu'on les voit très souvent finalement développer une croissance finalement par l'externe, un développement par l'externe, en allant chercher des startups, en allant chercher finalement des spin-offs, des choses comme ça. Là où, me semble-t-il, il y a plus d'intérêt, c'est justement d'aller chercher finalement, alors dans les grandes entreprises, on va parler d'intrapreneurs, finalement autour de nous, là, ce sont des entrepreneurs, mais finalement des gens qui, avant tout, se disent « moi je suis ici, je veux vivre ici ». Et donc, comment je peux faire en quelque sorte pour m'inscrire dans la durée? Et donc, quels sont les besoins du territoire? Et à partir de là, trouver en quelque sorte comment y répondre. Et c'est là la différence, pas tout seul. Ça ne veut pas dire uniquement d'un point de vue ce que j'appelle la véhicule juridique, c'est-à-dire vos statuts, vos structures, mais c'est de se dire finalement vos fournisseurs, vos bénéficiaires, vos usagers, les politiques locales, etc. sont potentiellement autant de partenaires pour pouvoir composer, répondre à ces besoins, mais en complémentarité. Et donc, globalement, il y a 3 étapes que moi j'ai repérées. Il y en a une, et clairement pas tout seul, encore une fois, c'est avec plusieurs collectifs, donc le collectif des archipels. Il y en a une qui est autour de cette dimension du faire collectif. Et donc c'est cette dimension de comment relier des initiatives locales et dispersées.
C'est-à-dire comment finalement développer un manifeste, développer quelque chose qui dise « je ne suis pas seul, venez, allons-y ensemble, ça va être dur, il va falloir défricher, mais on va y arriver ». C'est ensuite se faire communauté. Et donc là, on est finalement quelque chose qui est de l'ordre de comment on peut s'exprimer, non pas en tant que marque entrepreneuriale, mais aussi et avant tout en tant qu'acteur du territoire. Et c'est certainement peut-être l'image de ces vidéos interactives sur les interacteurs qu'on voit en ce moment sur la chaîne YouTube qui expriment finalement une culture particulière, une façon de penser la question de notre avenir, de l'économie de demain. Et puis, on parlera souvent de biorégion. Si ça vous, c'est une invitation à aller lire des choses là-dessus pour ceux qui aiment les concepts. Et puis enfin, c'est faire société, c'est-à-dire finalement, c'est développer des objets communs. Et donc c'est là où on passe au-delà de la question du discours autour de nous sommes tous ambassadeurs, alter-acteurs ici. C'est de se dire demain, il faudra peut-être constituer des objets communs, des structures, des moyens, des lieux, des événements qui permettent de se donner rendez-vous. Et comme toute communauté, ça devra passer par le rite, ça devra passer par des nouvelles traditions. Et donc, a priori, pour faire Archipel en tant qu'entreprise existante pour le coup, ou entreprise de demain, c'est la question de se relier, c'est la question d'être non plus simplement un voisin qui connaît à peine le prénom de son voisin, justement, mais celui d'un habitant qui finalement s'implique dans la durée, qui fait en sorte de se dire « mais moi j'aime mon village comme ça ». Et donc, je veux pas le transformer de façon négative en y mettant un énorme hangar ou je ne sais quoi. Non, c'est de se dire comment je me relie, comment je fais attention, comment je fais en sorte d'embellir toujours un peu plus par mon activité. Et je fais notamment un clin d'œil à Monsieur Rosalie, avec qui on en a de nombreuses fois parlé. Alexis Durand, s'il vous plaît, je pense qu'on peut applaudir cette performance de plus de 17 000 kilomètres. Alexis Durand, qu'on va évidemment garder sans jeu de mots aucun durant toute cette semaine avec nous. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous et de continuer à l'être d'ailleurs pour cette seconde édition. Sacré marathon, vous avez le droit de vous asseoir maintenant. Vous avez le droit. Vous pouvez le raccompagner sous vos applaudissements s'il vous plaît.